Bonjour, je me présente, je suis le docteur Bompard, je fais de la médecine du sport depuis une vingtaine d'années, dont 16 maintenant en clinique. Donc sportif moi-même avant, j'ai voulu être de l'autre côté de la barrière pour aider les gens à faire du sport et leur rendre peut-être la vie un peu plus facile et améliorer leur santé. Voilà, je m'occupe de clubs professionnels depuis une dizaine d'années, volleyball, basket, rugby et puis maintenant je m'occupe du club de foot de l'US Créteil-Lusitanos football. Alors là, on va essayer de parler dans ce livre des blessures les plus fréquentes et essayer de les éviter tant que possible. Alors il faut distinguer plusieurs sortes de blessures dans le football et de pathologies. Déjà la plus tragique d'entre elles, c'est la pathologie cardiaque. On a vu récemment des images dramatiques à la télévision. Une deuxième pathologie, c'est la pathologie qu'on appellera pathologie de terrain, donc de traumatisme de terrain lié au contact, lié au football lui-même. Et une troisième pathologie qui concerne les pathologies plutôt de surcharge d'entraînement, où on va y rencontrer la pubalgie et les tendinopathies, quoi. Alors la première partie des blessures qu'on a parlé, c'est-à-dire les accidents cardiovasculaires, la meilleure prévention, elle doit être faite par le médecin lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il délivre le certificat de non-contre-indication à la pratique du football que chacun doit avoir pour pratiquer en club, il doit s'assurer que son sportif est en bonne santé. Pour cela, il doit faire au moins un électrocardiogramme, même chez les tout jeunes, parce qu'on n'a pas les mêmes pathologies chez le jeune que chez le senior ou le vétéran. Le jeune, on aura plutôt des cardiopathies qu'on appellera congénitales, c'est-à-dire acquises à la naissance, qui seront dépistées par un électrocardiogramme et éventuellement une échographie. Mais bon, on ne peut pas faire une échographie à tout le monde, mais au moins un électrocardiogramme, c'est simple. Et l'interrogatoire recherchera les antécédents familiaux de pathologie cardiaque. Une deuxième population de sportifs et de footballeurs sont les vétérans. Donc eux, ils auront une autre pathologie cardiaque, ce sont les infarctus. Alors les infarctus sont souvent liés à une mauvaise hygiène de vie et à des facteurs de risque tels que la consommation de tabac, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension. Donc ça sera dépisté lors de la visite d'aptitude et bien entendu les examens seront orientés par rapport aux facteurs de risque. Mais à partir de 40 ans, électrocardiogramme et épreuve d'effort pour tout le monde. Donc le deuxième type d'accident qu'on a parlé, c'est les accidents liés à la traumatologie de terrain, c'est-à-dire pendant le match ou à l'entraînement. Elle est souvent liée au contact avec un autre joueur, à l'agressivité d'un autre joueur. Le football, c'est un sport de duel, il va falloir gagner le ballon. Là, la prévention est plutôt difficile, elle se base plutôt sur l'arbitrage et sur le fair play. Troisième type de pathologie, la pathologie liée aux surcharges et la pathologie liée au surentraînement. Donc là, on va attaquer plutôt des pathologies type pubalgie ou tendinopathie. Et là encore, la prévention sera primordiale. Mais la prévention elle viendra plus du joueur et du staff médical. On insistera sur les fondamentaux que sont l'échauffement, l'étirement, l'hydratation, le choix de la bonne chaussure par rapport au terrain et bien entendu tout ce qui va avec la préparation physique et le gainage. On verra ça tout à l'heure avec un joueur, comment se préparer bien, comment s'étirer et comment se gainer. Une pubalgie, c'est un peu un fourre-tout, c'est les douleurs de la région pubienne qui regroupent plusieurs pathologies qui sont bien décrites dans le livre. Elles sont souvent liées à un surentraînement ou à une mauvaise préparation. On s'aperçoit que depuis l'abondance des staffs médicaux, que ce soit au rugby ou au football, on a beaucoup moins de pathologies qu'à l'époque, alors que les joueurs s'entraînent 2 à 3 fois plus qu'il y a une vingtaine d'années. Donc la prévention est primordiale sur ces pathologies. La tendinopathie, c'est souvent un problème soit de morphotype, le joueur a un problème de genou, un problème de cheville, soit un problème d'appui, soit un problème de mauvaise chaussure. Maintenant, les synthétiques deviennent de plus en plus abondants sur les terrains et on a des pathologies liées au synthé et des mauvaises chaussures pour la pratique du football sur les synthétiques. L'échauffement il est primordial dans toute activité sportive et physique. On imagine mal prendre sa voiture le matin, démarrer son moteur et partir à fond. Le sport c'est pareil, il faut préparer le moteur à l'effort. Donc notre moteur c'est le cœur, le poumon, mais c'est aussi le muscle. Donc l'échauffement servira à adapter le système cardio-respiratoire à l'exercice qu'on va lui demander, mais aussi à augmenter la température corporelle. Maintenant toutes les études le montrent, à 39 degrés, on a une souplesse musculaire et tendineuse beaucoup plus importante. 39 degrés, ça représente un échauffement où on commence à transpirer, Donc on pourra se dire qu'un bon échauffement, c'est quand on commence à transpirer. Il ne faut pas se refroidir après, mettre un manteau chaud si on va au vestiaire et qu'on revient. Il va falloir insister aussi sur le fait que l'échauffement au football, c'est pas seulement trottiner et s'étirer, c'est aussi préparer tous les gestes qu'on va avoir à faire pendant le match. Donc on va parler de vivacité, d'appui, donc on va faire des petits sprints, des appuis, des frappes de balle, tout ça pour préparer son match. Tous les mouvements qu'on va retrouver, toutes les situations de jeu qu'on va retrouver en match, il va falloir les préparer à l'entraînement et à l'échauffement. C'est évident qu'arriver à un entraînement sans s'échauffer, c'est prendre un risque de se blesser. Et j'insisterai tout particulièrement pour les enfants, parce que les enfants, ils ont l'envie du jeu, ils ont envie du ballon, donc ils arrivent à l'entraînement, ils prennent tout de suite le ballon, ils s'arrêtent, ils rentrent chez eux, les parents les attendent et ils ne s'étirent pas. On voit malheureusement beaucoup trop d'enfants qui ne s'étirent pas. Ils arrivent à 16-17 ans avec des rétractions musculaires qui est très difficile d'assouplir ensuite. Donc ils arrivent avec des problèmes lombaires, des problèmes musculaires et osseuses liés à ce manque d'étirement et d'échauffement. Donc il va falloir insister vraiment sur les éducateurs
que l'entraînement et l'étirement fassent partie un petit peu d'un jeu. Quand l'enfant il arrive, il s'échauffe, il s'étire, il finit sa séance, il prend 5-6 minutes et il s'étire de nouveau. Il faut que ça devienne machinal et habituel pour qu'à l'âge adulte, il garde les mêmes mécanismes d'étirement et de réflexe. Un autre point important pour la prévention, c'est le choix du matériel. Il y a un short, un maillot, peu importe, mais la chaussure est importante et le protège-tibia aussi. On voit beaucoup d'entraînements sans protège-tibia. On se blesse aussi à l'entraînement et les chaussures doivent être adaptées au type de terrain. Maintenant, il y a du gazon, il y a du synthétique, il y a des terrains gras, des terrains secs, il y a des terrains durs, il y a du stabilisé. La chaussure doit être adaptée au terrain. Il n'y a pas mieux pour prévenir des blessures du genou. Voilà, c'est mon conseil aujourd'hui. N'achetez pas la chaussure de telle ou telle star, achetez la chaussure qui correspond à votre niveau et au terrain sur lequel vous allez jouer. Alors c'est sûr que l'enfant il a une fausse réputation d'être souple. On a l'impression qu'ils sont souples, qu'ils peuvent se tordre dans tous les sens, mais c'est faux. L'enfant il grandit d'abord par l'os. Donc quand l'os grandit, le muscle ne suit pas forcément. Donc on a des phases de raideur, des phases de souplesse. Donc il faut à tout prix leur inculquer à l'entraînement, à chaque fois, les étirements. Alors il est évident que quand on s'adresse à un vétéran, il aura besoin de s'échauffer un petit peu plus longtemps, un peu plus longuement, parce que ses tendons sont un peu moins vascularisés, un peu moins souples, un peu plus raides. Donc il aura besoin de s'étirer, de s'échauffer un peu plus. Mais avec l'âge, tout ça finalement ça vient parce que les vétérans savent bien que quand ils le font, ils se sentent mieux, quoi. Il y a effectivement deux types d'étirements. Il y a l'étirement qu'on appelle actif et l'étirement qu'on appelle passif. Le passif, c'est juste une tension sur le muscle. On évitera de le faire avant l'effort. C'est plus un étirement de récupération après l'effort. Avant l'effort, on effectuera plus un étirement dit actif. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on étire le muscle, on va contracter ce dernier. Donc on va augmenter la vascularisation dans le muscle, sa souplesse et sa chaleur. Donc quand on a vu l'importance de la chaleur sur la performance musculaire, il est très important de faire les étirements actifs avant. Donc on a un étirement actif avant l'entraînement et passif après l'entraînement. Alors on verra après avec mon joueur comment on va pratiquer ces deux types d'étirements avant l'entraînement, après l'entraînement et quel muscle il faut étirer. Il est évident qu'on ne va pas s'étirer l'épaule si on fait du football, on va plutôt se l'étirer si on fait du tennis. Au football, on va principalement s'étirer les muscles qui vont servir pendant l'activité, à savoir le quadriceps devant la cuisse, l'ischio-jambier derrière la cuisse, le mollet et surtout les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Donc un étirement pour être efficace, il doit être répété plusieurs fois par chaîne musculaire. C'est-à-dire que si on étire le quadriceps, on va au moins faire 2 séries sur le quadriceps. Donc un étirement bien conduit, franchement, c'est 4-5 minutes de temps perdu, mais c'est du temps gagné après sur les blessures. Donc on va étirer en étirement passif, pas très longtemps, entre 10 et 20 secondes d'étirement. En actif, on va être sur un étirement au départ passif, comme en passif très court, et en actif pendant 8 à 10 secondes. Et après, on va relâcher le muscle. Donc les étirements, ça prend très peu de temps. Il faut surtout travailler toutes les chaînes musculaires, c'est-à-dire devant et derrière pour bien équilibrer et pas les sauter. Ensuite, un étirement bien conduit, c'est un étirement qui est indolore, sans à-coups, on ne va pas brusquer la fibre musculaire et fait dans le calme. On ne fait pas un étirement comme ça en parlant avec le copain, on fait dans le calme, on respire bien et on étire le muscle dans la phase d'expiration, ce qui augmente encore plus l'étirement. Donc après la théorie, on va passer à la pratique avec un joueur du Escretel Istanos, Elder Esteves, qui va se présenter tout seul. On va parler et montrer les étirements. D'abord passif parce que c'est vraiment le gestuel qui nous intéresse. On va parler un petit peu d'actif et puis on va surtout montrer un petit peu d'exercice de gainage. Elder. Bonjour, Elder Esteves, je suis footballeur depuis maintenant 18 ans. J'ai 34 ans, je suis sur mes 35 ans, je joue à l'US Créteil au poste d'attaquant. J'ai joué en professionnel depuis le début de ma carrière quasiment. Et voilà, je termine maintenant à ce niveau national. Donc on va voir une séance d'étirement qui doit être faite de façon machinale pour qu'elle soit habituelle et rentrer quasiment rituellement. On va commencer à étirer toutes les chaînes des membres inférieurs. Donc voilà, position pour l'étirement du quadriceps. Je tire sur la cheville, je relâche complètement le quadriceps. Attention, on va se situer à ce moment-là. Le bassin bien verrouillé. On essaye de rester assez de droit. Évidemment, la respiration est primordiale. Il s'agit d'accompagner l'étirement avec un relâchement total et donc de respirer le plus naturellement possible en soufflant bien. Bon. La différence avec l'actif, c'est que je vais
fais une contraction en repoussant, en essayant d'enterrer mon talon dans le sol, sur la même blessure. Je descends jusqu'à ce que la tension soit suffisamment importante, pas extrêmement douloureuse, mais quand même qu'on la sente. Là, on remonte, et on peut passer de l'autre côté. Quadriceps, je passe ma jambe gauche, la jambe qui travaille derrière, tendue. Et là, en verrouillant le bassin, je vais vers l'avant. L'angle va augmenter, ce qui va également augmenter la pression, la pression sur le muscle. Accompagné d'un relâchement total Voilà, étirement fessier. Donc je pousse avec mon coude. Je ramène le genou gauche au maximum sur la jambe droite. Je garde la fesse au sol. Et je relâche. Il s'agit de ne pas relâcher violemment le muscle qu'on vient de travailler, mais avec beaucoup de délicatesse. Donc après les exercices d'étirement, on va passer aux exercices de gainage qui sont indispensables dans la prévention des pathologies type pubalgie. Démonstration de gainage par monsieur Esteves encore une fois. C'est parti. Je vais vous montrer le gainage sous plusieurs formes. Les formes essentielles, on dit qu'on fait un gainage sur 4 faces. On se sert généralement d'un tapis. Bien, on va commencer par un gainage de face. Donc le principe c'est voilà, de se mettre sur les coudes et sur la pointe des pieds. Le bassin rentré, le dos plat, d'essayer d'être le plus droit possible et de maintenir la position. Voilà, donc là on a toute la face antérieure qui travaille, qui est contractée de manière isométrique. Et là, le travail va varier selon le niveau, en augmentant la durée ou éventuellement la difficulté. Par exemple, sur cette position-là, je peux éventuellement lever une jambe en gardant exactement la même position. Voilà, jambe tendue. Le bassin ne bouge absolument pas, surtout pas faire ça. Voilà, parce que là on change complètement. Ensuite, je peux bouger l'autre jambe. On peut augmenter également la difficulté en bougeant les coudes, aller devant, derrière, voilà, de manière à changer sensiblement les points de tension. Voilà. Maintenant, on va faire du gainage latéral. Le principe est le même. Le coude au sol. Avec la difficulté ou alors petit battement. Latéral, côté opposé. On répète l'action de l'autre côté. Donc ça fait face, on avait un premier gainage de face, gainage latéral à gauche, gainage latéral à droite. Pour finir, nous allons travailler sur du gainage dorsal, donc les coudes au sol, les talons également. Et là, on lève le bassin et on maintient pareil pendant un certain temps selon le niveau du joueur.
avec la difficulté. Voilà, merci.